Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario, bon début de semaine. On parle campagne électorale, mais tu regardes ça d'une perspective internationale parce que ça devient ce qui se passe aujourd'hui au Canada, la première élection majeure dans un pays du G7 post-assermentation de Trump, retour de Trump. Qu'en penses-tu? La curiosité est élevée. Cette année, je dois dire que de Paris, j'ai été plusieurs fois surpris de voir l'intérêt que pouvait générer le Canada, parce qu'en général, c'est plutôt l'indifférence. Alors, je te dirais que hier, pour toutes les mauvaises raisons, en raison donc de l'attaque à la voiture bélier à Vancouver, ça a beaucoup retenu l'attention. Mais aujourd'hui, l'élection, on se demande si le Canada n'est pas un peu le canari dans la mine qui va nous indiquer ce que les électeurs ailleurs dans le monde pourraient faire. Sinon, qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des relations avec les États-Unis qui sont comparables à celles du Canada et peut-être du Mexique avec les États-Unis, des économies extraordinairement intégrées. Mais la curiosité, c'est est-ce que le populisme qui, depuis quelque temps, a le vent en poupe en Europe, on le voit ici en France avec le Rassemblement national, on l'a vu depuis de nombreuses années en Hongrie, mais on le voit aussi avec Neil Farage en Angleterre, même s'il n'y a pas d'horizon bientôt en Angleterre, il y a une croissance de la popularité des partis plus populistes, on va dire souvent d'extrême droite. C'est ce qu'on sentait au Canada avec M. Poilievre, qui avait plus que le vent en poupe. On le disait gagnant il y a quelques semaines. J'ai pas besoin de te dire ce qui a été probablement beaucoup souligné à l'antenne. Et ce matin, on se réveille avec des sondages qui nous donnent l'impression que ce serait un gouvernement, dans le pire des cas, minoritaire libéral et peut-être majoritaire libéral. Parce que Donald Trump s'est invité dans l'équation électorale et qu'on voit ce qu'a été la réaction des Canadiens qui sont en ce moment choqués, indignés de ce qui se passe aux États-Unis et du traitement qu'on nous réserve. Mais je te dirais que c'est vrai aussi en Europe, dans des proportions qui sont pas exactement les mêmes, mais c'est cette espèce de surprise à l'idée que ce qui était une relation stable ne l'est plus du tout, avec des contre-coups pour toutes les populations et pour ceux qui sont aux manettes. Les Européens qui sont un peu dans les câbles se demandent s'ils pourront trouver une entente, négocier quelque chose sur le commerce, exactement comme le Canada. Et au pays, tu l'as sans doute aussi constaté, cette espèce de polarisation qui fait qu'un système multipartite, on verra les résultats ce soir, n'est plus tout à fait un système multipartite parce qu'on va essentiellement avoir deux partis qui s'affrontent, un peu comme aux États-Unis. Alors le centre-droit, les conservateurs, puis le centre-gauche, les libéraux, puis à la marge, le bloc, les néo-démocrates qui ne sont plus les acteurs qu'ils ont déjà été parce que la présence du gorille de 800 livres a changé complètement l'équation politique. Jean-Marc Léger faisait remarquer que et là, évidemment, ce sont des sondages. On verra ce que le vote va dire, mais il se prend tous les sondages, à peu près de toutes les maisons de sondage du dernier 2-3 semaines. Les deux principaux partis obtiennent un total de plus de 80%. 82, mettons, t'additionnes le 43, 39, 42, 39, ça te fait 82, 83%, peu importe. Que plus de 80% pour deux partis au Canada, t'as pas eu ça depuis les années 50. Donc, tu montres un phénomène que dans les 70 dernières années, tu sais, le NPD avait, mettons, 18, il y a eu les créditistes, il y a eu le Bloc, il y a eu toute une série de partis qui faisaient que ceux qui finissaient premiers, si on prend les dernières élections, souvent conservateurs et libéraux avaient 33, 34, 32, donc t'additionnais les deux premiers, il y avait, mettons, 66% du vote. C'était loin de 80, là. Donc, c'est certain que ça, c'est peut-être un des phénomènes qui va être le retour à un système vraiment à deux partis seulement, là, très, très fort. Quelque chose qui va être à noter dans les conclusions de cette campagne. Et c'est peut-être d'une certaine manière l'américanisation de la politique au Canada avec un univers chez nos voisins qui se décide toujours dans cette espèce de choix binaire entre les démocrates et les républicains. Et je termine en faisant, non pas une prédiction, mais il me semble que ça ferait sens, compte tenu de ce qu'il a probablement fait campagne très activement pour le job. Je parle de Jean Charest. Je pense qu'un des premiers grands coups que pourrait faire le nouveau premier ministre, si c'est M. Carney qui est élu ce soir, c'est de dire notre nouveau représentant à Washington s'appellera Jean Charest. Il a mené la campagne... Ça circule depuis plusieurs jours, hein? Ben oui, et moi, ça fait une semaine que je regarde ça, puis je me dis... il a mené la campagne tambour battant aux États-Unis pour faire valoir le point de vue des Canadiens.
Il a été efficace, disons-le. Son message a bien passé à la télévision américaine, dans les médias américains. Ça serait pas la première fois qu'un gouvernement libéral traverse les frontières partisanes. L'ambassadeur canadien aux Nations Unies, ça a déjà été Stephen Lewis, qui était un néo-démocrate. Bob Ray, aussi néo-démocrate. Je pense que c'est encore notre ambassadeur aux Nations Unies. Alors, un libéral québécois, mais essentiellement au fédéral, conservateur, geste aussi qui permet de dire nous sommes ouverts dans des circonstances où il faut faire l'unité nationale. Pourquoi pas? C'est une grande question, c'est ce que Jean Charest, encore un conservateur, parce que je me souviens de lui avoir posé la question quand il s'est présenté chef du Parti conservateur. Je l'avais reçu en entrevue, puis j'ai dit, moi, dans mon esprit, vous êtes un libéral. Là, fait que tu sais, c'est effectivement un bon coup. Si Mark Carney est élu, puis il fait ça, c'est un bon coup, une bonne jambette aux conservateurs. Mais tu sais, il semble que M. Poilievre avait oublié de lui téléphoner durant l'année et demie suivant la fin de la course au leadership. Il semble que M. Poilievre avait oublié de lui téléphoner. C'est aussi ce que tu viens de dire, le reflet de cette campagne qui est un peu un cas de me, myself and I, c'est-à-dire une campagne menée à la première personne par un leader, aussi charismatique et efficace soit-il, parce que Pierre Poilievre a du talent, mais seul. Tu cherches l'équipe, tu cherches ceux qui le conseillent, et cette idée qu'il pouvait à lui seul remporter l'élection, apparemment, encore une fois, ne présumons pas des résultats avant que les Canadiens aient fini de voter. On va attendre demain. Exactement. Gros week-end, évidemment, à Rome, là, autour. Et là, on revient pas sur les funérailles du pape, mais plutôt sur tout ce qui a tourné autour. Évidemment, une image très forte de cette rencontre, là, en tête à tête, entre Donald Trump et le président Zelensky. Oui, une photo à partir de laquelle on a beaucoup spéculé. Moi, j'ai fait beaucoup de télévision ici en France pendant le week-end et je peux dire que on est tous devenus des sémiologues qui essayons de détecter dans la position de la tête du président, ce qu'ils se sont touchés à l'épaule, au coude, parce qu'on analysait tout ça pour essayer de comprendre, comme tu veux lire l'avenir dans des feuilles de thé. Moi, je pense qu'il faut pas justement injecter trop de sens dans tout ça. C'était inscrit quelque part qu'ils allaient se rencontrer, même si vendredi soir, tout le monde faisait de gros efforts pour dire rien n'est prévu. Macron qui disait qu'il n'y avait pas de rencontre bilatérale. Le président Zelensky qui n'était même pas capable de confirmer s'il serait présent à Rome pour les obsèques, alors qu'à chaque fois qu'il y a un party de sandwich, pas de croûte quelque part en Europe, il est présent. Tu dis, cette fois-là, il va se porter absent. Et Donald Trump qui faisait savoir qu'il allait rentrer et sortir 14 heures en tout et pour tout passer à Rome. Pourtant, ils ont trouvé un moment pour se retrouver. Donald Trump qui hier soir disait, c'est le bureau le plus inspirant dans lequel j'ai jamais travaillé. Il parlait de la basilique Saint-Pierre, effectivement. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui l'a animé? J'en doute fortement. Et à la suite de ça, on disait, ça y est, c'est autre chose. Mais il faut se rappeler que Donald Trump est toujours égal à lui-même. Il ne désavouerait pas aujourd'hui ce qui s'est passé au bureau Oval le 28 février, pas plus qu'il ne désavouerait ce qui s'est passé là. Et d'une certaine manière, il faisait de la communication. S'il y a de la sémiologie, s'il y a quelque chose, des signes qu'il faut comprendre, il disait, parce que c'est le seul message qu'il a publié au retour entre Rome et les États-Unis. C'était pour rappeler à Vladimir Poutine qui traînait un peu les pattes, qu'il était peut-être de mauvaise foi, qui était en train de le balader. Alors pour tous ceux qui disaient Donald Trump est la marionnette du Kremlin, c'était probablement sa réponse. Et la réponse, c'était aussi de montrer aux gens à Moscou, et particulièrement à Vladimir Poutine, l'histoire n'est pas écrite, l'encre n'a pas séché sur un contrat qu'on n'a pas signé. On est encore capable de se parler avec les Ukrainiens. Jamais il ne dira que Volodymyr Zelensky est son préféré de tous les leaders avec qui il fait affaire, mais il a concédé hier soir, alors qu'il est retourné vers Washington, que c'est quelqu'un qui était dans une position difficile, que c'est un leader qui était dans une position difficile, qu'ils avaient discuté. Alors, quand on a spéculé de quoi ils ont parlé d'armes, de livraison d'armes, avec un véritable enjeu. Lui ne veut plus en donner des armes ou de l'aide militaire, je parle de Donald Trump, et Zelensky dit, pas de problème, on va acheter des patriotes et autre chose. Et je suis certain que Trump lui a posé la question, OK, avec quel argent tu vas acheter? Parce que t'en as pas, t'es cassé. Et c'est odieux, mais c'est la réalité. Et c'est là que ce qui devait arriver jeudi au Bureau Oval, la signature sur l'entente sur les terres rares, pour l'instant, personne n'en parle. Et c'est le président qui avait dit, non, c'est pas mal réglé, ça va se passer, on a signé un mémorandum. Pour l'instant, rien. Avec maintenant un calendrier de plus en plus serré. Secrétaire d'État Marco Rubio, qui l'a dit plus d'une fois, mais il l'a confirmé hier à la télévision. Et Trump,
qui parle de 2 semaines pour s'entendre. Rubio parlait plutôt de la prochaine semaine, des prochains jours qui seront cruciaux, comme pour dire, si on n'arrive pas à convaincre les Russes et les Ukrainiens de s'entendre, enfin pas comme pour dire, c'est ce qu'ils disent, nous on a d'autres casseroles sur la cuisinière, d'autres préoccupations, et en particulier peut-être un deal de substitution qui pourrait être sorti de sa manche comme un as, une entente avec les Iraniens sur le nucléaire, et où Trump pourrait dire, on a tout essayé avec les Ukrainiens, ça n'a pas marché, mais regardez ce qu'on a fait comme progrès avec les Iraniens. Et la possibilité, surtout, derrière, de normaliser des relations avec la Russie, même s'il n'y a pas d'entente de paix réglée entre les deux pays belligérants. Oui, parce qu'il va falloir avoir un succès en affaires internationales à court ou moyen terme à un certain point. Merci beaucoup, Stéphane. À demain. Salut.